Bon avant-midi. Merci de prendre le temps avec nous ce matin pour parler des boyaux flexibles. Donc, je me présente Jean-Michel Moll, directeur technique chez Groupe Swagelok Québec. Et je fais aussi partie du groupe du programme de Field Engineer à Swagelok. Donc, de ce pas, on va commencer tout de suite. On a beaucoup de matière ce matin. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va voir grosso modo 3 points. Trois principaux points avec 5 sujets, on va dire. Le premier, on va voir les types de boyaux flexibles qu'on retrouve sur le marché. En second lieu, les problèmes les plus courants qu'on rencontre, qu'on voit sur le terrain. Donc, grosso modo, souvent les installations qui ne sont pas adéquates, les mouvements des boyaux aussi qui font qu'ils s'usent un peu plus rapidement. Donc, on va voir ça. Un autre sujet qui est peut-être moins populaire, moins souvent discuté, c'est les décharges électrostatiques à l'intérieur d'un boyau qui peuvent se produire. Donc, c'est un phénomène. La dernière portion, ça va être la construction des boyaux flexibles, donc les matériaux à l'intérieur qui composent des boyaux flexibles. Qu'est-ce qui peut améliorer la performance ou non par rapport à la perméation et aussi à la fatigue des matériaux. Donc, on va principalement pour les boyaux qui sont métal. Donc, les types de boyaux, la construction d'un boyau, pardon, on va retrouver principalement 4 grandes composantes. Des fois, il peut en avoir 3, des fois, il peut en avoir 5 si on rajoute des accessoires, mais à la base, on parle de 4 composantes. Le premier, c'est le tube central, donc le core. C'est la portion du boyau qui va être en contact direct avec le média. Donc, lorsque vous faites la sélection d'un boyau pour une application particulière, s'assurer que ce tube central-là soit compatible chimiquement avec, avec le média. Donc, la première des choses, est-ce que sa conception à l'intérieur, donc si c'est un tube de Teflon, est-ce qu'il faut qu'il soit lisse? Est-ce qu'il faut qu'il soit ondulé? Donc, par rapport à l'écoulement, par rapport au niveau aussi de la qualité, le niveau de pureté du boyau, de l'application. Donc, c'est cette portion-là qui est en contact. La deuxième portion, le renfort, donc le braid, c'est la portion ici. Donc, c'est elle qui va donner vraiment, qui va rajouter la résistance mécanique au tube central. Donc, c'est elle qui va contenir la pression. De façon générale, le tube central, c'est pas elle qui retient la pression du système, c'est vraiment le renfort. Donc, c'est elle qui va y en donner. Plus qu'on rajoute des épaisseurs, plus que c'est épais pour la pression, ben, c'est sûr qu'on va perdre en flexibilité. Donc, ça, c'est l'autre composante. La troisième, c'est l'enveloppe, donc ou le cover. C'est des fois, on va en avoir, des fois, il n'y en aura pas, mais le but principal de cette enveloppe-là, c'est de venir protéger le renfort. Donc, si le boyau frotte sur une surface, ben, où on veut le protéger thermiquement, le boyau ou l'isoler, ça va être vraiment l'enveloppe. C'est la portion qu'on appelle enveloppe. La quatrième composante, c'est la connexion. Donc, c'est la portion qui va se connecter au système, qui va se connecter à un équipement. Aujourd'hui, on n'en parlera pas beaucoup de cette portion-là. Ce n'est pas le but du webinaire, mais c'est quelque chose qui existe. Habituellement, ces connexions-là sont fixées au boyau soit par soudure, soit par un crimp ou par un swage. Okay? Donc, on va venir crimper avec une bague, là, comme on voit ici, sur la connexion pour éviter qu'elle sorte. Les 4 types principaux de boyaux qu'on retrouve sur le marché, le premier, c'est un boyau métal. Donc, il n'y a pas de plastique à l'intérieur, il n'y a pas de Teflon, donc c'est 100% métal. L'avantage de ce type de boyau-là, résistant à la chaleur, donc on parle de 400 degrés Fahrenheit, 500 degrés Fahrenheit, c'est dans la plage de températures qui sont capables d'opérer. Aussi, donc température, pression, pression 1000, 2000, 3000, 5000 PSI, c'est dans la plage aussi de pression que ces boyaux-là sont prévus. Par contre, le côté moins intéressant, c'est le côté résistance mécanique ou à la fatigue. Donc, plus que c'est pas le type de boyau qui va aimer se faire plier à répétition. Le métal intérieur à la longue va venir s'user et va venir briser. Aussi, boyau métal pour les applications vacuum. Donc, c'est pas un boyau
c'est un boyau qui n'a pas de perméation. Donc, c'est très intéressant aussi pour les applications vacuum. Donc, on va parler un peu plus tard aussi de perméation. Le second boyau, qui est le fluoropolymère, aussi un boyau en téflon. Donc, le cœur à l'intérieur, c'est principalement du téflon. Grande force, compatibilité chimique avec à peu près tous les médias, des acides. Le téflon offre une excellente résistance à ces produits-là, donc une résistance chimique, bien sûr. Chaleur, on est capable d'avoir des boyaux qui vont aller relativement haut en chaleur aussi. Pression aussi, donc on va rajouter du renfort dessus pour protéger le boyau, le tube central pour aller plus haut en pression. Il y a moyen d'avoir beaucoup d'options avec un boyau en fluoropolymère. Thermoplastique. Le thermoplastique, ça va être on va le retrouver principalement pour des applications hydrauliques. C'est vraiment un boyau qui est prévu pour ça. Donc, les changements de pression, c'est le type de flexible qui est capable d'en absorber beaucoup. Okay? Donc, c'est vraiment pour les applications habituellement hydrauliques qu'on va avoir ça. Aussi en pression, ça peut aller assez haut, 4-5 000 PSI, c'est la plage de pression qui vont aller. Le dernier, le boyau de caoutchouc. C'est le boyau tout usage pour nos applications qui ne sont non critiques. Donc, je parle pour alimenter en air des outils. Donc, en air, je parle de, mettons, une centaine de PSI, 100-150 PSI. C'est les plages de pression que ce type de boyau-là est utilisé. Donc, c'est sûr qu'on peut mal le traiter, on pourrait dire. Donc, on pourrait en abuser. Et lorsqu'il est fini, donc lorsqu'il est endommagé, on le remplace. C'est pas quelque chose qui coûte tellement cher. Donc, ça, c'est un gros point intéressant. Il existe d'autres types de boyaux, mais les 4 qui sont là, c'est les plus fréquents qu'on retrouve sur le marché. C'est un tableau récapitulatif des points et des points forts et des faiblesses pour chaque type de boyau. Donc, je ne répéterai pas, vous pouvez les voir. Qu'est-ce qu'il faut prendre aussi en considération lorsqu'on fait la sélection pour un boyau flexible, c'est que faut faire des compromis. C'est rare qu'il va y avoir un boyau qui va être parfait, parfait, parfait pour une application. Je m'explique un exemple. Vous avez une application hydraulique à la sortie d'une pompe, assez haut en pression, température, et du fait que la pompe démarre et arrête, donc il y a beaucoup de variations de pression à l'intérieur. Puis là-dessus, on peut peut-être rajouter un peu de mouvement dans le boyau. Donc, température, pression, le boyau métal, c'est notre choix numéro 1. Par contre, avec les changements de pression, avec les mouvements, il va pas tellement bien performer. Donc, tantôt, je parlais des applications hydrauliques thermoplastiques. Donc, on voit que côté pression, impulsion, courbure dynamique, il va très bien performer, mais par contre, chaleur, il n'aimera pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme compromis? C'est y aller avec un boyau en PTFE qui va être bon avec la pression, avec la courbure dynamique. Par contre, un petit peu moins performant avec les impulsions, donc les changements de pression rapides, aussi avec une température élevée. Mais au final, c'est le compromis qu'on peut faire entre ces deux boyaux-là. Pour ce tableau-là, si jamais vous en voulez une copie, se rentrer en contact avec moi, avec Solange, puis on va pouvoir vous le faire parvenir. Qu'est-ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'un boyau flexible, on peut comparer ça à des pneus sur une voiture. Lorsque vous achetez un pneu, après un certain nombre de kilomètres, il va être usé et il va falloir le remplacer. Un boyau flexible, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas penser qu'un boyau flexible va durer à vie. Dans certains cas, il va durer plusieurs années, des dizaines d'années, parfait. Mais dans certaines applications, comme dans l'industrie biopharmaceutique, ils ont souvent des cycles de lavage avec de la vapeur ou avec d'autres produits qui, à force de les nettoyer, ils vont toujours s'user un petit peu. Qu'est-ce qu'on a fait avec une compagnie? C'est qu'on a mis un programme de maintenance préventive qui évitait d'avoir des bris de boyaux
involontaire. Donc, un bris bon, d'un boyau, on peut penser qu'il va y avoir un déversement, donc perte du produit, un arrêt de production qui est non planifié, donc c'est sûr que ça rapporte, donc il y a les coûts qui sont reliés à ça. Donc, un programme de maintenance préventive sur les boyaux qui sont utilisés, c'est quelque chose une excellente pratique à mettre en place et ça permet de sauver des sous. Les boyaux flexibles, de leur nature, on va les retrouver, ils vont être, on, on va les avoir pour être, qui vont être dans une position pour être manipulés, OK? Donc, branchés, débranchés. Donc, si vous avez des applications qui sont avec de la température, que ce soit très chaud ou très froid, pensez toujours à protéger les opérateurs. Euh, comme dans ce cas-ci, dans le boyau de métal qu'il y avait ici, il y avait de la vapeur qui passait à l'intérieur et la personne est venue s'accoter le bras dessus. Puis ça y a fait un beau steam tattoo. Okay? Donc, un tattoo vapeur, on s'entend que ça doit faire relativement mal. C'est pas quelque chose qu'on veut garder. Donc, protéger les gens qui sont autour, qui, qui, qui doivent travailler avec ces boyaux flexibles-là. Donc, il existe différents types de protection pour la chaleur qu'on peut avoir en options qui sont disponibles. L'installation des boyaux est souvent la cause qui vont briser. Okay? Donc, l'anticipation au mouvement, elle a peut-être mal été prévue, puis au final, ben, on a un boyau qui brise. Donc, vous avez quelques exemples sur les photos là. La cause la plus fréquente qu'un boyau brise, c'est un kink, un pli. Okay? Donc, j'ai pas en français, un kink, ça va se traduire par pli, mais au Québec, je ne pense pas qu'on a beaucoup utilisé cette expression-là. Qu'est-ce que c'est un kink? En fait, pas mal tout le monde, je suis pas mal certain, vous l'avez déjà fait avec le boyau d'arrosage que vous avez chez vous. Donc, vous voulez s'arrêter le débit d'eau, donc vous venez pincer le boyau, donc vous allez venir le plier. Puis après ça, bon, pour laisser sortir l'eau, vous allez le relâcher. Boyau pour de l'eau qui se trouve dans le jardin, on s'entend que ce n'est pas des applications critiques. L'eau est à quoi, 30-40 PSI peut-être. Le boyau il est relativement mou, donc il est capable d'en prendre. Donc, on peut venir le pincer sans avoir un dommage permanent. Dans les applications industrielles, commerciales, comme dans lesquelles que vous travaillez, ce n'est pas le cas. Donc, il va y avoir beaucoup de renforts à l'intérieur pour contenir la pression. Donc, lorsque vous allez venir plier, les extrémités vont venir s'étirer jusqu'à dépasser la limite élastique du matériel et on tombe dans la zone plastique. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une déformation permanente du boyau. Le boyau ne sera pas capable de résister aux pressions de design qui étaient prévues. Donc, un boyau kinké, il faut le remplacer. C'est une question de sécurité pour les personnes qui se trouvent autour. Une autre façon de venir kinker un boyau, c'est d'avoir c'est de ne pas avoir de distance droite au niveau de la connexion avant d'avoir une courbure, comme la photo que vous voyez. Comme vous pouvez penser, il y a un stress qui est appliqué au niveau de la connexion, puis à la longue, vous allez trouver une fuite. Le boyau, les composantes internes vont être endommagées. Et bon, on peut penser qu'il va y avoir une fuite à ce niveau-là. La règle du pouce, elle est facile. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Ben, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qui est la bonne pratique est d'avoir 2 fois le diamètre du boyau en distance droite avant le début du rayon de courbure. Donc, vous avez le boyau qui fait à l'extérieur, mais qui mesure 2 pouces. Vous faites 2 fois 2, ça fait 4 pouces. Donc, à partir de la connexion, 4 pouces avant de commencer à plier le boyau flexible. Avec ce type de calculs-là qui sont relativement simples, vous allez augmenter la durée de vie du boyau de façon significative. Calcul, anticiper les mouvements. Donc, si vous mettez un boyau, habituellement, c'est qu'il va bouger. C'est le but d'un boyau flexible. Donc, il existe des calculs pour venir figurer la bonne longueur.
Ces calculs-là, bon, c'est pas Swagelok qui les a établis. C'est la NAAD, qui est la North America Hose and Accessory Distribution. Vous avez sur leur site web, vous pouvez trouver l'information qu'il y a en exemple ici. C'est aussi les principes de base, donc les formules, la théorie que Swagelok utilise aussi lorsqu'on fait les calculs de longueur de boyau pour des applications. Une autre contrainte sur les boyaux, donc vous voyez une installation qu'on retrouve assez souvent. C'est quand même assez fréquent comme type. C'est lorsque vous avez une connexion qui est horizontale, c'est d'éviter que le poids du boyau flexible mette un stress inutile, on va dire, au niveau de la connexion. Quand un boyau flexible a quand même un certain poids, surtout quand on monte à des dimensions 1 pouce, 1 pouce et demi, c'est assez pesant. Imaginez lorsque c'est rempli d'un liquide, donc on peut venir augmenter un poids quand même assez significatif au niveau de la connexion et puis au final avoir une fuite, avoir un bris à ce niveau-là. Un truc très simple, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est venir mettre un coude à la sortie qui est horizontale pour que le boyau ait une courbure qui est beaucoup plus naturelle. Okay? Donc, de cette façon-là, il n'y a pas de stress qui est appliqué nulle part. La connexion travaille de façon naturelle. Donc, petit truc. Mouvement sur deux axes. Donc, dans cet exemple-là, vous avez le petit morceau ici qui doit bouger de gauche à droite. Dans cet arrangement ici, en appliquant ce type de mouvement-là, il va y avoir un stress encore qui va s'appliquer au niveau de la connexion. Le boyau et la connexion ne sont pas prévus de travailler sur le côté. Donc, c'est pas encore là, c'est pas un travail naturel pour le boyau flexible. Solution, soit qu'on vient mettre deux boyaux qui vont travailler encore là de façon naturelle, ou dans l'exemple, il y a deux boyaux, mais de façon ultime, celui-ci aurait pu être remplacé par un tube rigide. Donc, lorsque la pièce va être en mouvement, toutes les composantes travaillent comme qui ont été prévues sans mettre de stress inutile. Un autre sujet qui est moins populaire, on va dire, mais qui est une source de fuite, c'est l'accumulation d'électricité statique qui se fait à l'intérieur d'un boyau flexible. Boyaux flexibles qui vont être en PTFE, en nylon ou en caoutchouc principalement. Donc, ce n'est pas un phénomène qui s'applique aux boyaux de métal. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'électricité statique. Comme vous avez sûrement déjà rencontré à la maison, lorsque vous frottez vos pieds sur un tapis et que vous venez toucher à la lumière ou à l'interrupteur pour allumer la lumière, mais il va y avoir comme une petite décharge qui va se faire. Donc, vous avez accumulé de l'énergie qui se libère en touchant une pièce à l'interrupteur. C'est la même chose qui se passe avec un boyau flexible lorsqu'il y a un média qui passe à l'intérieur, donc une accumulation d'électricité qui se fait. Et à un certain point, bien, il faut que cette énergie-là s'en aille quelque part. Où est-ce qu'elle s'en va? Elle va s'en aller sur la gaine extérieure qui est souvent en métal. Donc, il va y avoir un arc qui va se faire et cet arc-là peut venir faire va faire un trou, donc un pinhole qui va se faire dans le boyau et ensuite, bon, vous allez avoir une fuite, il va falloir c'est remplacer le boyau. Donc, c'est des vraies photos de clients qui nous ont retourné un boyau. Facteurs qui vont influencer ce phénomène-là, premièrement, c'est la conductivité du matériau de base. Donc, en quoi que le boyau flexible est fait. Donc, comme je disais, boyau en PTFE, en téflon, soit en nylon, c'est les types de boyaux qui vont avoir ce phénomène-là. La conductivité du média. Donc, vous avez une liste ici de fluides qui sont prompts à générer de l'électricité statique. C'est principalement des produits pétrochimiques.
Par contre, je voulais juste faire attirer votre attention sur la vapeur. Donc, la steam, vapeur, c'est un média qui va générer ça. OK? Peut-être que plusieurs sont surpris. C'est peut-être pas ils ont peut-être jamais, vous avez jamais peut-être expérimenté ça avec de la vapeur, mais c'est un média qui est prompt à, à l'accumulation d'électricité statique. Un autre phénomène, un autre facteur qui peut influencer ce phénomène-là, c'est la vitesse du média. Je reviens un petit peu en arrière. Lorsque vous frottez les pieds sur un tapis, si vous voulez accumuler plus d'électricité statique, puis après ça, donner un choc à votre petit frère, ben, vous allez juste marcher plus vite, OK, sur le tapis. Donc, vous allez vous frotter les pieds plus rapidement. C'est la même chose dans un système fluide. Si la vélocité à l'intérieur du boyau est plus grande, bien, plus rapidement vous allez accumuler de l'énergie. Phénomène externe, donc l'humidité, température ambiante, c'est d'autres facteurs qui peuvent, on va dire, aggraver ce phénomène-là, puis accélérer l'accumulation puis la décharge d'énergie à l'intérieur du boyau. Pour régler ce problème-là, qu'est-ce qui existe? C'est du téflon qui va être chargé de carbone à l'intérieur. Donc, ce carbone-là, du fait que c'est un matériel qui permet de dissiper l'électricité statique à l'intérieur par les connexions. Donc, toute accumulation d'énergie va se ramasser dans la paroi et va s'en aller au niveau des connexions qu'eux sont en métal. Donc, ça, c'est une pratique qu'on peut faire. Ceux qui sont dans le domaine pour des applications qui demandent un niveau de pureté plus élevé, ne vous inquiétez pas. Vous avez le même niveau de pureté avec un boyau en téflon avec du carbone qu'un boyau qui serait 100% téflon, donc qui serait blanc. Donc, inquiétez-vous pas avec ça. C'est le même niveau de pureté. J'ai mis à gauche, vous avez une photo d'un retour de boyau client. Et chaque petit point jaune représente une fuite. Okay? Donc, un pénol, en fait. Donc, c'est où est-ce qu'il y a eu un petit arc électrique à l'intérieur du boyau. Donc, lorsque le phénomène se produit, bien, ça peut faire quand même pas mal de dommages. Par rapport à la dissipation statique et la conductivité, bien, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, je sais que certains d'entre vous vont prendre un boyau qui est en téflon ou en nylon, justement pour éviter de conduire de l'électricité, donc pour avoir une certaine isolation. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais là, si je mets du téflon à l'intérieur, je vais avoir un boyau qui va conduire à l'électricité statique. L'électricité, pardon, donc qui est conducteur. Dans l'expérience qui a été faite à Swagelok, donc dans les laboratoires là-bas, c'est qu'ils ont mis une charge de 500 volts à travers le boyau et ils ont mesuré la résistance. Donc, dans le premier cas ici, ils ont pris un boyau en PTFE avec du carbone à l'intérieur et ils ont mesuré une résistance de 80 méga-ohms, donc 80 millions d'ohms. C'est une très grande résistance, donc énorme. Par contre, ce n'est pas une résistance qui serait été à l'infini. Okay? Donc, si ça avait été une mesure à l'infini, ça veut dire que ce soit un boyau qui serait complètement qui isole l'électricité statique, mais dans ce cas-là, elle laisse passer juste un petit peu à comparer à un boyau qui serait 100% métal, qui a une résistance mesurée de 0,4 ohms, donc 200 millions moins résistant qu'un boyau en PTFE avec du carbone à l'intérieur. Donc, le boyau de PTFE, il laisse passer l'électricité statique, donc juste un petit peu, mais au final, il reste quand même isolateur. Donc, il ne va pas laisser passer une grande quantité d'électricité à travers le boyau. Donc, c'est la différence. C'est qu'est-ce qu'il faut retenir, la dissipation statique et la conductivité, c'est deux choses différentes. Différence, tantôt, on a parlé un petit peu de perméation. Qu'est-ce que c'est la perméation? C'est en fait, c'est que principalement un phénomène qui va s'appliquer au gaz, c'est qu'ils vont se dissiper à travers la membrane. Encore là, c'est un phénomène qu'on va retrouver avec les boyaux, avec les corps, donc avec les tubes centrales en PTFE.
les boyaux pour thermoplastique en nylon et les boyaux en caoutchouc. Il n'y a pas vraiment de perméation avec les boyaux qui sont 100% métal. Phénomène qui va être plus grand avec des systèmes qui vont travailler à l'hélium ou à l'hydrogène, donc plus que la molécule est petite, mais plus de perméation vous allez avoir. Mise en garde, bon, si vous travaillez dans une zone confinée, donc dans un petit laboratoire, vous avez un média qui est dangereux. C'est sûr que ce média-là ou ce gaz-là, ce fluide-là va s'échapper un petit peu et va se ramasser dans l'atmosphère dans laquelle vous êtes. Donc, toujours penser à ça, niveau niveau de danger ou de toxicité du fluide. Et aussi, bon, si vous perdez du gaz, ben ce gaz-là, vous l'avez quand même payé, donc vous perdez un peu d'argent. Aussi, un troisième point bon, qui peut arriver dans certains cas, pour ceux qui font des tests de pression. Donc, vous avez un gaz, durant le test, vous devez garder une pression constante. Puis là, vous réalisez que vous avez une perte de pression, mais toutes les connexions sont bonnes, mais peut-être que vous perdez un peu de gaz à travers ce boyau en téflon. Donc, vous allez perdre un petit peu par là, puis ça peut changer vos résultats. Donc, quand vous faites des tests, faire attention, là, ça peut être une source de perte de pression. Les facteurs qui influencent la perméation, bien, premièrement, la surface de contact. Donc, plus vous allez avoir, plus le boyau est long, bien, plus que vous allez avoir de pertes. Donc, un boyau qui mesure 1000 pieds va avoir 2 fois plus de pertes qu'un boyau qui mesurait 500 pieds. Donc, c'est un phénomène qui est linéaire. La pression aussi, la même chose. Donc, une application à 2000 livres va être 2 fois plus perméable qu'une application à 1000 livres. Température, c'est la même chose. Donc, plus que la température est élevée, bien, plus de perméation que vous allez avoir. Petite note par rapport à ça, c'est un effet qui est linéaire, mais c'est basé sur la température absolue, donc en Kelvin. Donc, si vous voulez calculer, n'oubliez pas de rajouter la valeur la valeur de la température absolue dans vos calculs. Qu'est-ce qui est intéressant? Un facteur qui est intéressant qui va réduire la perméation, c'est l'épaisseur de paroi. Donc, plus que la paroi est épaisse, bien sûr, plus que vous allez avoir moins de perméation. Et c'est une valeur, puis l'effet est à la racine carrée. Donc, un petit changement d'épaisseur va avoir un effet quand même assez majeur sur la performance du boyau. Le dernier facteur, c'est la méthode de fritage. Qu'est-ce que c'est la méthode de fritage? En fait, c'est un genre de traitement thermique qui est appliqué au téflon, donc au tube central qui compose le boyau. Donc, il existe 2 types de fritage. Le premier, ben, c'est comme un fritage qu'on va dire un fritage lent, donc slow sintered. Donc, le tube central en PTFE est envoyé dans un four, imaginez comme un four à pizza, et la chaleur va venir, dans le fond, va venir un peu comme durcir le boyau et limiter et augmenter la perméabilité du boyau. Donc, ça, c'est le premier type de traitement qu'il peut avoir, donc un fritage lent. Et un autre type, c'est le post-fritage, le post-sintered. Encore là, le matériel est envoyé dans un four, mais là, c'est plus, on va dire, un four à gâteau. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus long, mais qui va augmenter de façon considérable la performance du boyau flexible par rapport à la perméabilité. Qu'est-ce que vous voyez? La photo à droite, c'est un test en laboratoire qui est effectué à Swagelok. Comment c'est réalisé? C'est qu'on vient pressuriser le boyau qui se trouve à l'intérieur d'une chambre et on vient mesurer, dans le fond, la quantité d'azote qui s'échappe du boyau. Donc, un boyau qui a été non frité, on parle d'environ 150 cc du pied à l'heure. Un fritage lent, on vient couper ça quand même pas mal, à peu près presque de 7 fois, donc 20 cc, c'est 100 m3 à pied à l'heure.
Et le post-fritage, on vient vraiment couper ça à jusqu'à 4 cc, donc centimètres cubes puis à l'heure. Pour ceux qui sont un peu plus visuels, une courbe, un graphique qui montre les courbes par rapport à la perméation. Perméation, habituellement, votre fournisseur de boyaux, il devrait être en mesure de vous renseigner si le boyau qui vous vend, quel type de traitement qui était appliqué dessus. Bon, au début, j'ai parlé des boyaux flexibles et métal. Et un de ces points faibles, c'était la, la- la fatigue des matériaux lorsqu'ils sont manipulés, donc lorsqu'ils bougent. Comment qu'un boyau, le cœur intérieur d'un boyau métal est fait, c'est qu'on part avec une plaque de métal qui est relativement mince. Habituellement, on va parler à peu près 8 dixièmes de millième. On va venir la rouler sur elle-même et on va venir faire une soudure et on va venir former les ondulations qu'on voit ici. Donc, ces ondulations-là vont donner la résistance et la flexibilité au tube. La technique qui est employée, depuis très longtemps, depuis le début, qui existe des boyaux flexibles métal, c'est avec des rouleaux. Donc, le tube de stainless va passer dans ces rouleaux-là, et ils vont venir former les ondulations. Par contre, en faisant ça, la force qui est appliquée sur le métal n'est pas toujours identique, pareil partout. Donc, ça fait des ondes qui vont être plus faibles. À certains endroits, le métal il va être un peu plus euh, aminci plus que d'autres places. Donc, on vient un peu stresser déjà le matériel. Et à la longue, ben, il va y avoir des trous qui peuvent se former, comme on voit sur la photo. Donc, aussi, un autre phénomène sur la photo que vous voyez ici, vous voyez la ligne de soudure. Donc, déjà en partant, il y a déjà un stress de torsion qui est appliqué sur, euh, sur le tube. Donc, qu'est-ce qui fait que ça peut venir réduire sa durée de vie? Il y a une méthode qui a été développée pour justement combler ces problèmes-là, on va dire. Donc, ces défauts-là, c'est l'hydroformage. Donc, au lieu de prendre des rouleaux mécaniques, on vient injecter de l'eau à très haute pression qui vont venir mouler le tube sur une matrice. L'avantage de ça, c'est la pression est exercée pareil partout sur le tube. Donc, on n'a pas de zone de stress ou de zones qui ont été amincies plus que d'autres. Puis non plus, on n'a pas la contrainte de torsion comme on a vu sur la photo. Donc, c'est un nouveau type de, 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 de fabrication qui existe sur le marché. C'est sûr que ça coûte plus cher à faire, mais on augmente la vie d'un boyau d'à peu près 10 fois, là, jusqu'à 10 fois. Donc, encore là, celui qui fournit vos boyaux flexibles serait en mesure de vous donner le type de formage qui est appliqué dessus. Donc, ça résume la présentation. Donc, on est à peu près dans une canarchie, à peu près, on est dépassé un petit peu. C'est la période des questions. Je ne sais pas s'il y en a. Donc, ceux qui veulent peut-être, je ne sais pas si Christine, s'il y a eu des questions. Oui, bonjour. Résumé. Oui, Jean-Michel, on a quelques questions. Oui. Quelqu'un demande si le rayon de courbure d'un boyau de métal en utilisation est trop petit. Est-ce susceptible de développer une fuite du boyau? Oui, c'est sûr que les rayons de courbure, que ce soit en application statique ou en application dynamique, donc dynamique, c'est lorsqu'il y a du mouvement, statique, c'est lorsque ça ne bouge pas vraiment, sont inscrits dans les catalogues. Vous devriez trouver l'information dans les catalogues des manufacturiers. Et oui, de façon ultime, si le rayon est plus court, on va venir compromettre la durée de vie du boyau, là. Une autre question, le tube central métal a un point rouge pour propreté. Oui, qu'est-ce qui arrive avec un boyau flexible, avec les ondulations, comme avec les petites vagues qu'on a vues à l'intérieur, c'est que c'est difficile de venir bien nettoyer toutes ces petites
ondulations-là. Donc, être certain qu'on vient enlever toutes les petites, je ne vais pas dire que saletés qui peuvent se loger là. Donc, c'est pour ça que niveau pureté, c'est moins intéressant. Puis aussi, bon, avec le temps, il y a des puretés qui peuvent venir se déposer là et venir se loger là, qui peuvent se déloger à plus ou moins à un moment aléatoire, on va dire. Donc, c'est pour ces raisons-là que les boyaux métal sont, pour les applications haute pureté, sont plus ou moins recommandés. Autre question. Est-ce que l'eau peut provoquer la statique aussi? Je ne crois pas que l'eau peut provoquer la statique. Je crois pas que non. C'est pas, c'est vraiment la vapeur, pas l'eau. J'ai jamais vu d'historique problématique avec de l'eau. D'accord. Une autre question. Avez-vous des options de maintenance prédictive pour l'usure des boyaux flexibles? C'est sûr que un programme de maintenance, bon, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec vous, avec nos clients. C'est quelque chose qu'on peut faire. Malheureusement, c'est difficile d'annoncer d'avance combien de temps un boyau va durer. Il y a trop de variables externes qui s'appliquent. Donc, c'est sûr que lorsqu'on veut mettre en place un programme de maintenance préventive, bien, au début, c'est d'inspecter les boyaux sur une fréquence plus courte, donc plus rapidement, et les suivre de plus proche jusqu'à temps qu'on se monte une base de données puis un historique par rapport à l'application. Donc, c'est sûr que, bon, nouveau SwageLock, il y a pas mal de monde à travers le monde. On peut toujours poser des questions à nos collègues, voir c'est quoi leur expérience pour un type d'application. Mais de façon ultime, c'est de se monter sa propre base de données. Donc, avoir un registre des boyaux, les numéroter, suivre leur durée de vie, c'est une bonne pratique. C'est sûr que c'est du travail, on s'entend. C'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique. Ça prend quelqu'un qui s'en occupe, qui suit la progression des boyaux. Mais au final, côté maintenance préventive, pour éviter, comme je disais tantôt, des arrêts non involontaires ou avoir des déversements, bon, c'est peut-être un investissement à faire de se monter comme un programme comme ça. On va y aller avec une dernière question. Juste pour dire aux gens que s'il y a d'autres questions qui rentrent au fur et à mesure, lorsqu'on enverra l'enregistrement à tous les gens, on pourra en même temps répondre aux dernières questions qui seront rentrées pour les diffuser à tout le monde. Alors, dernière question, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, Jean-Michel, votre règle du pouce pour la courbure maximale? La courbe, OK, où c'est je vais peut-être revenir dans la présentation. Est-ce que c'est la courbure maximale ou c'est la distance droite avant un rayon de courbure? La question est, pouvez-vous répéter votre règle du pouce pour la courbure maximale? Mais je croirais que c'est celle-là ici. Je OK. crois que c'est la règle du 4 pouces, là, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, c'est ça. Donc, la règle, c'est qu'à partir de la connexion, c'est d'avoir une distance droite de 2 fois le diamètre extérieur du boyau. Donc, vous prenez un ruban à mesurer. Si l'information n'est pas marquée dans le catalogue, parce que bon, si vous achetez un boyau 1/2, l'extérieur va mesurer plus qu'une demi. Peut-être qu'il va mesurer autour de 3/4, 5/8 peut-être. Donc, mesurez-les avec un tape si l'information n'est pas dans le catalogue. Puis ensuite, vous dites, bon, ben, j'ai 3/4 de pouce, donc avant d'avoir le rayon de courbure, je vais prendre 1,5 pouce. OK, donc j'espère avoir bien répondu à la question. Donc, c'est 2 fois le diamètre extérieur. Merci, Jean-Michel. Plaisir. Aussi, il y a pas mal de ces bonnes pratiques-là qui se trouvent dans la brochure boyau de SwageLock. Pour y avoir accès, vous pouvez faire une recherche Google pour le numéro de catalogue qui est le MS, donc Marie-Suzanne, trait d'union 01, trait d'union 180. Habituellement, si vous faites une recherche là, sur Internet, c'est le premier résultat. Et au début du catalogue, si je ne m'abuse, ou à la fin, là, bref, il y a peut-être 2, 3, 4 pages là, sur les bonnes pratiques que vous allez retrouver, là, les, euh, les photos, les illustrations que vous avez vues dans la présentation.
Puis aussi, ben, peut-être pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le prendre en note, mais la NAAD, c'est aussi là, c'est une source de référence là, qui est reconnue là, sur le marché pour les boyaux flexibles. Merci, Jean-Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou, Il y a quelques questions qui rentrent au fur et à mesure, mais je ne veux pas trop prendre le temps des gens puisqu'on a déjà dépassé. Alors, on va terminer et on va répondre, comme je vous disais, aux questions suite à la séance. Parfait. Avant de quitter, bon, premièrement, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Vous allez avoir un sondage qui devrait vous apparaître ou que vous devriez recevoir. Donc, si vous pourriez prendre quelques minutes pour nous donner vos commentaires par rapport à la présentation, ça nous permet de s'améliorer pour les prochaines qu'on va faire. Donc, là-dessus, merci beaucoup à tous et bonne journée.